Merci. Bonjour à tous, je vais vous présenter le Mini Particle Sampler, MPS, un préleveur de micro et nanoparticules, avec mon collègue Olivier Lebihan de l'INERIS. Ma société Ecomesure est spécialisée dans l'analyse de la qualité de l'air, notamment les mesures de concentration et les prélèvements de particules. À ce titre, nous avons collaboré avec l'INERIS qui ont conçu cet appareil, je vous le présente, c'est le MPS, qui est un préleveur de nanoparticules qu'il a conçu avec son équipe et que récemment nous fabriquons et nous commercialisons à travers le monde entier. Je vais présenter le MPS et suite à ça, Olivier présentera la technologie et ses applications. Le MPS a été conçu pour faire un prélèvement le plus simple possible des nanoparticules qui soient portables et qui soient abordables au niveau économique. Et c'est un outil qui va permettre de prélever les particules sur un support particulier que je vais vous présenter. Et suite à ça, on pourra l'analyser pour arriver à une analyse qualitative des nanoparticules. C'est-à-dire on pourra observer et déterminer s'il y a déjà présence ou non des nanoparticules et arriver à décrire particulièrement quelle est la nature de ces particules. Donc je répète que ça a été conçu par Olivier et son équipe de l'INERIS et que désormais nous le commercialisons. Que les trois atouts principaux du MPS sont sa portabilité. C'est cet instrument-là qui va être connecté à une pompe pour aspirer le gaz à travers cet instrument. Son prix et sa simplicité d'utilisation. Donc le MPS, c'est cette pièce-là, ça se décompose en deux parties. Ça s'ouvre ainsi, et vous voyez à l'intérieur un emplacement pour disposer une grille qui va servir de filtre pour prélever les nanoparticules. Vous avez vu l'utilisation, on l'ouvre, on dispose le filtre, on referme et on est prêt pour le prélèvement. Au niveau de la grille, c'est une grille standard de microscope à transmission électronique. Alors je vous rassure tout de suite, si jamais vous ne disposez pas de ce type d'instrument ou si vous n'avez pas les compétences pour l'utiliser, nous vous proposons la prestation d'analyse de vos échantillons. Donc c'est des grilles très standards. Donc vous voyez ici un aperçu de la taille comparée au préleveur qui va permettre de filtrer et de recueillir les nano et les microparticules. La difficulté, c'est de recueillir un certain nombre de nanoparticules et d'être certain qu'on va en recueillir de toutes les classes de taille. Et les travaux d'Olivier avec ses associés ont permis de montrer qu'au minimum, pour les toutes petites particules, vous aurez au moins 15% des nanoparticules présentes dans l'air qui vont être collectées. Donc vous serez sûr de pouvoir les observer, de les analyser, de dire s'il y en a, s'il n'y en a pas, et de pouvoir les caractériser. Voici un exemple de ce qu'on observe finalement. On peut observer des fibres, des conglomérats, des toutes petites particules, grâce à l'observation au microscope. Donc avant de passer la main à Olivier, je signale qu'on le vend maintenant partout dans le monde. On en a vendu aux États-Unis, au Canada, en Asie et notamment au Japon où on a eu les bonnes surprises de découvrir que l'AIST, qui est un institut de référence au Japon, recommande l'utilisation du MPS pour le prélèvement et l'analyse de nanotubes de carbone dans l'air intérieur. Donc, si jamais vous ne parlez pas le japonais, je vous invite à aller sur notre site pour découvrir la version anglaise du rapport, qui sera complet. Et je passe la main à Olivier. Merci. Donc, bonjour à tous, Olivier Lebihan. Donc, je travaille à l'INERIS, qui est donc un EPIC. Ça veut dire que nous travaillons pour
pour les autorités françaises, mais nous travaillons aussi pour l'industrie et on évolue également dans des projets européens. Donc là, le MPS, c'est typiquement le résultat d'une participation à un projet européen qui s'appelle NanoSafe. Alors, donc, comment marche cet outil? Un petit peu de théorie. Alors, quand vous vous intéressez aux particules, et dans votre cas, typiquement, votre domaine d'intérêt, c'est vraiment la qualité de l'air intérieur. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des PM10 et des PM2,5 qui faisaient partie d'un référentiel. Eh bien, cet appareil peut tout simplement vous aider à comprendre pourquoi vous avez, par exemple, un dépassement. Imaginez que vous avez un bâtiment, vous avez fait des mesures donc, du référentiel, et puis voilà, il y a un problème, vous êtes au-dessus. Pourquoi êtes-vous au-dessus ? Est-ce que c'est des sources qui se situent à l'extérieur du bâtiment? Est-ce que ce sont des sources qui se situent dans l'aérolique? Est-ce que ce sont des sources donc à l'intérieur du bâtiment? Donc là, il y a une enquête à mener. Et c'est là où l'appareil va jouer un rôle très intéressant. Pourquoi? Parce que les techniques généralement disponibles, et notamment celles mises en œuvre dans le référentiel, sont des techniques d'analyse en temps réel ou des techniques de quantification après, par exemple, on peut faire une pesée ou une quantification sur un filtre total qu'on aura mis en œuvre pendant des durées importantes. Donc, la problématique des analyses en temps réel, c'est qu'effectivement, vous voyez l'évolution temporelle de différents paramètres liés aux particules, mais ça ne vous renseigne pas sur leur nature, et donc ça, c'est pas suffisamment déterminant pour déterminer des sources, la causalité. La quantification, donc elle est tout à fait intéressante parce qu'elle peut donner accès à la quantité de carbone, la quantité de tel ou tel métal, etc., etc. Mais là, ce sont des prélèvements long terme, donc on va avoir du mal là encore, à avoir une réponse tout à fait complète. D'où l'intérêt de compléter ce dispositif par des prélèvements qui vont permettre, eux, de visualiser. Donc on aura une information sur la morphologie, sur la taille, et sur la composition élémentaire. Et grâce à ça, et je vais vous montrer des exemples, on va vraiment pouvoir mener cette enquête. Alors évidemment, en parallèle, juste un commentaire, donc ça a déjà été évoqué par Cédric, on a essayé de faire quelque chose par contre qui soit vraiment... Il faut savoir que dans le domaine des aérosols, vous avez facilement des appareils qui commencent à 5 000 €, puis ça va monter à 20, à 30, à 50, etc. Donc vous pouvez avoir des coûts très élevés, et il peut y avoir aussi un besoin de compétences assez important pour mettre en œuvre. Là, l'idée, c'était aussi de développer quelque chose qui soit, comme les projets européens le disent, qui soit low cost, portable, easy to use, ça veut dire donc facile, qui soit très abordable, inférieur à 1 000 € typiquement pour un préleveur, qui soit donc... portable, ça veut dire qu'on peut le mettre facilement partout sur soi, on peut en mettre un peu partout dans des bâtiments, dans des voitures, etc. Et qui évidemment soit très facile d'utilisation. Alors, donc comment ça fonctionne? Alors, pour la petite histoire, l'idée n'est pas française. C'est une idée finlandaise. Donc on a eu accès à cette idée grâce au projet européen. Un peu par hasard, on va dire, des gens du VTT en Finlande, ils étudiaient justement la thématique de l'observation des particules, et un peu incidemment, ils se sont rendus compte que... Alors, quand vous voulez utiliser un microscope à transmission, il faut en fait réussir à déposer l'échantillon sur un petit disque que vous voyez ici, qui est très très fin, qui fait environ 3 mm de diamètre, qui est composé en fait d'une grille métallique sur laquelle on va poser un disque très très fin de carbone. Et c'est à travers ça qu'on va pouvoir faire donc l'observation par transmission. Et ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait un tout petit nombre de ces produits qui étaient poreux. Alors là vous avez le disque, donc là on fait un zoom sur une partie du disque, voilà, et on fait encore un zoom sur un carreau, et vous avez une vue du média. Et vous vous rendez compte que le média ici, il est poreux, il y a plein de trous. Voilà. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait une toute petite quantité de produits sur le marché, de grilles donc dites MET, qui étaient poreux. Et là ils se sont dit peut-être qu'on peut faire de la filtration. Donc c'est ça l'idée géniale de nos amis finlandais. Donc le dispositif, donc Cédric vous l'a montré. Donc l'idée tout simplement, c'est que le MPS c'est un porte-filtre au sein duquel on va placer une grille de microscope électronique poreuse, et grâce à une pompe,
on va tout simplement aspirer l'aérosol à travers ce média de filtration. Et l'avantage, c'est qu'on a tout de suite l'échantillon disponible sur le média du microscope électronique. Là où, par exemple, les normes amiantes vont nécessiter tout un transfert de matière, notamment en passant par une voie liquide, pour à terme déposer les échantillons sur ces grilles, et bien là, vous avez directement l'échantillon. Ça veut dire que vous faites un prélèvement. Alors, dans mon cas, le microscope est à côté, ce n'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais si je fais un prélèvement maintenant, dans 15 minutes, je visualise mes particules à l'écran. Et donc, j'ai la réponse. Alors, sans rentrer dans la théorie, sachez que, parce que quand même les gens aiment bien savoir comment ça fonctionne, la filtration, en fait, de manière générale, s'appuie sur des propriétés des particules qui sont la diffusion brownienne, ça veut dire la capacité des particules les plus petites à avoir un mouvement erratique, un peu dans toutes les directions. Donc ça, c'est un mécanisme qui va permettre de récupérer ces particules sur la partie sur la membrane. Là, vous avez l'air qui passe à travers un trou de la membrane. Comme il y a une partie donc, qui est pleine, on va y avoir des changements de direction. Voilà. Donc les petites, qui sont un peu faux-folles, on va dire, vont finir, il y a une bonne partie d'entre elles qui va être captée grâce à ce mouvement brownien. Les plus grosses, elles ont une inertie importante, donc elles ont tendance à aller tout droit. Elles ont du mal à s'adapter à un changement de direction. Donc c'est comme ça qu'on va capter les plus grosses. Et puis il y a un phénomène un petit peu marginal qu'on appelle l'interception, c'est quand une particule passe à proximité de la membrane, elle peut aussi être retenue à ce moment-là. Voilà, je passe. Donc, au final, là, vous avez en bas le diamètre des particules, et vous avez ici l'efficacité totale, qui repose d'une part sur le mouvement brownien, le dépôt par mouvement brownien. Vous voyez que cet effet est vraiment négligeable quand on va vers les grosses particules. Par contre, il devient de plus en plus important quand on va vers les toutes petites. On a fait des mesures jusqu'à 5 nanomètres. Donc vous avez ici les points expérimentaux qui, entre guillemets, fit, qui convergent parfaitement avec la théorie. Et là, vous avez la remontée qui est due donc, en grande partie au prélèvement par inertie. Voilà. Alors là, vous avez des exemples de dépôts de particules, de cuivre ou de NaCl, de tailles très très variées, et qui sont donc, vous voyez, déposées sur le média. Et l'analyse X, la sonde X qu'on a avec le microscope, permet ensuite de se focaliser sur tout ou partie des particules pour qu'on connaisse leur composition élémentaire. Alors maintenant, des exemples, soyons concrets. Alors, je vais vous donner des exemples qui sont un petit peu plus dans le domaine des nanomatériaux. On travaille beaucoup sur la problématique des nanomatériaux. Et c'est justement un outil qui est très très bien pour aller voir si les particules d'aérosol sont nanostructurées. Ça veut dire si elles sont composées d'éléments primaires inférieurs à 100 nanomètres. Donc là, un exemple type, le schéma ici est type que vous allez rencontrer en air intérieur. Vous avez en fait un opérateur qui a une activité sur des nanomatériaux. Donc on a symbolisé le relargage par des particules rouges. Mais vous avez également éventuellement des sources dans la pièce, pas toujours connues. Ça peut être d'autres activités, mais ça peut être aussi des matériaux qui se dégradent ou alors des surfaces mal nettoyées, etc. Et évidemment, l'entrée d'air, donc là c'est l'arrivée d'air par le système aérolique, système qui sera donc plus ou moins performant et qui notamment va plus ou moins bien arrêter des particules issues de l'air intérieur dans d'autres pièces, il y a du recyclage, ou de l'extérieur. Voilà. Donc grâce à ce MPS, on va pouvoir prélever des particules entre guillemets de toutes les couleurs et connaissant exactement ce que fait la personne, on va pouvoir avoir une idée de l'exposition potentielle due à cette source. Donc c'est pareil, si vous avez une problématique de particules en air intérieur, la composition, mettons, de ces particules marron devrait logiquement vous permettre d'identifier la source. Parce que vous allez avoir des éléments de similitude au niveau de la composition. Alors un exemple concret dans un laboratoire. Alors je ne vais pas trop faire les détails, mais en gros, quand on fait une étude dans un laboratoire, on s'intéresse toujours déjà
au mouvement d'air. Donc là, on avait déterminé que l'air rentrait par la porte qui est là, passait comme ça, et allait vers le poste de travail qui est ici. Donc on a mis en place 2 points de prélèvement, un dit de fond pour avoir une idée de l'aérosol de fond dans le bâtiment, et un point dit de proximité qui permettait de savoir si l'activité menée ici ajoutait ou non de l'aérosol à l'aérosol de fond. Donc vous avez des techniques de mesure temps réel identiques aux 2 points de mesure. Alors, donc cette illustration est intéressante parce qu'en fait, elle établit que les mesures temps réel sur ce poste n'ont pas permis de voir de différence. Donc il n'y avait pas de source détectable par les techniques de mesure temps réel. Donc on n'a déjà pas de source, je dirais, significative. Et ensuite, on a procédé à l'utilisation, à l'analyse des échantillons donc prélevés par MPS. Et donc là, vous avez sur la droite, en fait, l'identification de 2 sources. Alors, on a retrouvé dans l'aérosol des particules de suie qui sont extrêmement classiques en air ambiant et en air intérieur, avec souvent des petites gouttelettes d'huile qui fondent un petit peu ou des agrégats. Et puis, une deuxième source, elle, qui est vraiment due au bâtiment, où on l'appelait terrigène et ou industriel. Il y avait des travaux dans le bâtiment. Et vous voyez, on retrouve des compositions type silice, calcaire, chlorure de sodium, etc. Voilà. Alors, dans le cas de cette enquête, on savait quelle était la source. Donc, vous avez ici les particules traitées sur le poste de travail, si c'était des particules de TiO2 nanostructurées, et en aucun cas, nous n'avons retrouvé ces particules dans les échantillons prélevés dans la pièce. Donc, on a fait la démonstration que le dispositif, enfin le procédé de travail était bien confiné. Voilà. Donc, pour cet exemple, j'espère qu'il est éclairant. Alors, un autre exemple qui peut aussi vous intéresser, on utilise facilement ce qu'on appelle des chambres d'émission. Quand vous avez, parfois l'aérosol est trop complexe, ou alors il y a des interférences entre sources. Donc, on peut mettre les sources potentielles tour à tour dans des boîtes. Les chambres d'émission, je pense qu'en air intérieur, on les connaît pour l'étude des sources de gaz. C'est l'équivalent, mais pour des sources de particules. Donc là, on s'intéressait à l'aérosol dégagé par le percement de pain de matière. Et on s'intéressait notamment à la composition. Donc vous voyez que les particules d'aérosol, en fait, contiennent des éléments de matrice. Et il y avait également des nanotubes de carbone qui étaient utilisés dans ces produits. On les retrouve très très bien par transparence ou à la surface du produit. Voilà. Et là, on avait du titane qui avait une fonction de colorisation d'un élément également de matière. Alors voilà un dernier exemple de chambre d'émission. Donc là, vous avez une boîte. Il y a un système d'abrasion de produits du bâtiment qui permet d'étudier les comportements des produits du bâtiment. Et là encore, on peut observer la composition des particules qui sont relevées, enfin la morphologie, mais également la composition élémentaire. Un dernier exemple, là, c'est du safe by design sur des poudres. Bon, je vais pas m'attarder. Là, il s'agit en fait d'étudier la pulvérulence de certains produits et donc de caractériser l'aérosol qui est émis par la manipulation de ces poudres. Alors, un dernier exemple d'application, ces préleveurs peuvent vraiment être utilisés dans un ensemble très varié de situations. Et ici, il a été mis en œuvre pour de la combustion, des études donc, sur la combustion de certains produits, ou de l'incinération de certains produits, avec notamment un dépôt de brevet pour l'application sur un poste d'incinération. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Sachant que vous avez sur ce transparent les coordonnées de Cédric, donc ça, notamment si vous voulez procéder à un achat ou si vous voulez avoir des informations sur le produit. J'ai également mis mes coordonnées et également le site internet sur lequel on met la totalité de nos références scientifiques, ce qui vous permet d'avoir à la fois les références sur le produit d'un point de vue scientifique, mais aussi avoir énormément d'exemples en termes d'application.
Voilà, merci.